Wouah là là. Et franchement, ça, c'est du très très lourd, quoi. J'avais promis d'écrire un épisode sur la garde impériale, et bien, le voici. Mais par contre, je dois vous le dire, j'ai limite dû mettre un manteau pour l'écrire parce que ça fout des frissons à longueur d'épisode, quoi. La garde impériale de Napoléon, premier, évidemment, on n'est pas là pour enfiler des perles, et l'unité emblématique de la Grande Armée. Créée en 1804, redoutée dans toute l'Europe, elle s'illustre dans les grandes batailles de l'Empire et se couvre de gloire à de multiples reprises. Retour sur une unité légendaire à l'histoire aussi glorieuse que tumultueuse. Bon, dans cet épisode, je vais procéder comme ça. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'histoire de la garde impériale, de sa création, de ses caractéristiques, rapidement. Et dans un second temps, et là c'est la meilleure partie, je vais vous partager chronologiquement ces anecdotes marquantes, les anecdotes marquantes de sa glorieuse histoire militaire, et il y en a un paquet, et des belles. Avant que la garde ne devienne impériale, donc avant l'Empire, c'était à l'origine la garde du Directoire. Directoire 1795-1799. Donc simplement, c'était une troupe peu nombreuse, il y avait environ 200 personnes au départ qui visaient à assurer la sécurité des directeurs. Ensuite, en 1799, justement, après s'être ralliée au coup d'état du 18 Brumaire sous l'impulsion de Lucien Bonaparte, elle devient garde des consuls. Bah oui, forcément, puisque le consulat remplace le directoire. Elle compte alors 4000 hommes, puis 7000 en 1802 lorsqu'elle devient, en plus d'une garde rapprochée, une unité combattante et qu'elle participe à la bataille de Marengo. Après la proclamation de l'Empire, elle devient officiellement garde impériale par le décret du 29 juillet 1804. Elle compte alors à ce moment-là un régiment de grenadiers et un régiment de chasseurs, soit près de 10 000 hommes. Voilà pour l'histoire de la garde impériale jusqu'à sa création. Parlons maintenant rapidement là aussi de ses caractéristiques. À l'origine, je l'ai dit, la garde est une garde rapprochée qui vise à assurer la sécurité du gouvernement, du consul, puis de l'empereur. Mais rapidement, elle va muer en unité combattante et pas n'importe quelle unité, une unité d'élite avec une sélection rigoureuse. Déjà la taille, il faut mesurer au moins 1,76 m pour entrer dans les grenadiers et 1,73 m pour rentrer dans les chasseurs, dans la garde impériale bien sûr. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que Napoléon n'aurait pas pu lui-même faire partie de sa garde. 1,69 m, ça vous évite de chercher sur internet pour Napoléon, et ce qui d'ailleurs était plus élevé que la moyenne de taille de l'époque. 1,65 m. Là, ça vous évite de chercher aussi. 10 ans de service minimum, 8 pour certains régiments et 2 ans de plus pour être officier dans la garde. Alors, comportement irréprochable, bonne moralité, savoir lire et écrire. Les recrues étaient sélectionnés non pas selon leur naissance, comme dans l'aristocratie, mais selon leur qualité guerrière et leur bravoure au combat. Voilà en gros pour les conditions de recrutement. Mais ensuite, même une fois dans la garde, encore fallait-il y rester puisque à l'intérieur, la discipline était très stricte, mais juste et humaine. Par exemple, les châtiments corporels étaient interdits dans la garde, mais par contre, l'expulsion vers la ligne, c'est-à-dire vers l'armée régulière, était définitive. Je l'ai dit, discipline stricte, mais aussi tout un tas de codes. Par exemple, dans la garde, on se vouvoyait et on s'appelait monsieur. Port de la moustache et des favoris obligatoire, cheveux longs avec 2 tresses nouées sur la nuque pour la vieille garde, et puis aussi anneaux d'or à l'oreille, etc., etc. Enfin, la classe, quoi. En 1806, la garde est divisée en deux, la vieille garde et la moyenne garde, qui sera la plus utilisée au combat. Et ensuite, en 1808, c'est la jeune garde qui est créée, qui regroupe des tirailleurs et des voltigeurs, donc des troupes légères destinées à intégrer un jour la vieille garde. Petite anecdote, quand un soldat de la vieille garde partait à la retraite, il devenait par la même occasion un vieux de la vieille, sous-entendu un vieux de la vieille garde. Et c'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. Quand Napoléon partait en campagne, ce qui arrivait assez souvent, on va pas se mentir, eh bien il était toujours entouré de sa garde, il vivait au milieu d'elle, notamment lorsqu'il installait son bivouac pour la nuit. La garde avait des uniformes distincts du reste de l'armée, plus élégants et puis de meilleure facture. Elle avait un meilleur équipement, bien évidemment, des meilleures armes et des meilleures conditions de vie. Soldes plus élevés, priorité sur le ravitaillement, cantonnement à Paris, corps de musiciens propres, une administration propre, etc. Pour finir sur le côté description un peu barbant mais nécessaire, dans la garde on comptait des unités à pied, grenadiers, chasseurs à pied, fusiliers, tirailleurs, voltigeurs, dragons à pied, etc. De la cavalerie, les chasseurs à cheval,
les dragons, les grenadiers à cheval, les chevaux légers lanciers polonais, les mamelouks, etc. Et puis de l'artillerie, bien sûr. On y trouvait évidemment les meilleurs soldats de l'armée, soudés par une identité propre, une réputation de feu, et puis par des distinctions qui étaient données par l'empereur et qui permettaient de souder le groupe. Par exemple, le fameux tirage d'oreille, Napoléon qui tirait l'oreille à ses grenadiers pour les féliciter, ou encore le Graal suprême, quand l'empereur décrochait sa propre légion d'honneur de sa veste pour la remettre à un soldat. Au début de l'Empire, on l'a dit, la garde comptait près de 10 000 hommes. En 1814, à son apogée, on dénombrait 112 000 combattants dans la garde impériale. Maintenant, après ces rappels nécessaires, passons à la partie la plus intéressante, la plus palpitante, les récits et anecdotes de l'histoire de la garde. Et alors là, j'ai adoré les regrouper. Et puis pour ceux comme moi, chez qui ça titille la fibre impériale, et ben justement, faites comme moi, mettez un manteau, il n'y a pas d'autre solution. Première anecdote, et puis je vais procéder chronologiquement quand même. L'empereur veillait à ce que rien ne soit écrit sur la garde. Jamais quoi que ce soit d'écrit sur la garde dans les bulletins de campagne, les rapports de bataille, rien du tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait que l'ennemi en sache le moins possible sur la garde, sur sa composition, sur sa manière de fonctionner, d'opérer et sur sa nature. La seule chose qu'on pouvait lire dans les rapports de bataille et dans les bulletins, c'est soit la garde a donné, soit la garde n'a pas donné, c'est-à-dire elle a été utilisée ou pas. En 1805, lors de la bataille d'Austerlitz, qui voit 3 empereurs s'affronter sur le même champ de bataille quand même, c'est la cavalerie de la garde qui donne, puisque après avoir perdu le plateau du Pratzen, le tsar Alexandre envoie sa garde, la garde impériale russe, pour tenter de le reprendre et pour contenir les attaques de Lannes et de Murat au nord. Et là, Napoléon fait intervenir la cavalerie de sa propre garde impériale pour contrer celle du tsar. Et la cavalerie de la garde impériale française n'a fait qu'une bouchée de celle du tsar qui finit quasiment anéantie. Les mecs sont pas là pour plaisanter, quoi. En 1807, maintenant, lors de la bataille d'Eylau, toujours face aux Russes, la bataille est très difficile, incertaine et dans un climat extrêmement froid. Au cours de la bataille, le colonel-major Lepic, qui est la tête du régiment des grenadiers à cheval de la garde impériale, voyant que ces hommes commencent à courber la tête sous le feu de l'artillerie russe qui les pilonne depuis des heures, eh bien il s'écrie « Haut les têtes, la mitraille, c'est pas de la merde ». Peu après, pour contrer l'offensive russe sur le cimetière d'Eylau où Napoléon s'est installé, c'est la garde à pied qui donne, il charge l'ennemi qui essaye de prendre le cimetière pour le contrer, et certains font feu. Vous allez me dire, normal. Sauf que le général d'Orsen, il n'est pas de cet avis, alors que je le rappelle, la bataille est très dure et très incertaine. Voyant que certains de ces hommes font feu, il s'écrie « L'arme au bras, grenadier, la vieille garde ne se bat qu'à la baïonnette ». Franchement, difficile de faire plus... Il n'y a même pas de mots, quoi. Pendant la guerre d'Espagne, qui est aussi une boucherie, c'est la jeune garde qui se distingue dans les combats. Puis, lors de la campagne d'Allemagne, à la bataille d'Essling, où Lannes meurt, l'empereur est touché à la jambe sur son cheval, mais il refuse de se retirer pour se mettre en sécurité. Et bien, à ce moment, le général Walter, qui commande la garde, lui lance « Sire, retirez-vous ou je vous fais enlever par mes grenadiers », tout simplement. Et ça a marché. Pendant la campagne de Russie, maintenant, la garde n'est pas donnée durant la bataille de la Moskova, qui est aussi très dure, et puis c'est une boucherie là aussi, la Moskova, ce qui donne que Murat se met en colère parce que l'empereur ne donne pas la garde, et Napoléon lui répond qu'on ne donne pas la garde à 3000 km de Paris. Voilà, ça a été un grand débat. Et puis ensuite, pendant la terrible retraite de Russie, la garde est la seule unité qui maintient dans le chaos total un semblant de cohésion. Et les Cosaques russes, même à ce moment-là, osent à peine l'approcher. Durant la campagne de France, en 1814, il y a une anecdote que j'aime bien et que j'avais déjà racontée d'ailleurs. Bon, la campagne de France, c'était une campagne qui était perdue d'avance, mais qui a été menée d'une main de maître par l'empereur. C'est l'une des campagnes les plus brillantes de Napoléon, et surtout grâce à la garde. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la France est envahie de partout, les coalisés sont largement supérieurs en nombre, et malgré tout, dès que l'empereur est présent sur le champ de bataille, eh bien, l'ennemi tremble et bat en retraite plus facilement. Et qu'est-ce qui annonce la présence de l'empereur sur le champ de bataille? Eh bien, la garde impériale, évidemment, et notamment les bonnets à poil de ses grenadiers. Pendant cette campagne, Blücher, le Prussien revanchard, qui n'avait que de la haine pour la France et pour l'empereur, s'était juré de défier l'ogre et de prendre Paris
rapidement, en quelques jours. Sauf que quand il se pointe sur le champ de bataille, ce cher Blücher, et qu'il commence à voir au loin les bonnets à poil des grenadiers de la garde impériale qui approchent, il se dit, la garde est là, l'empereur est là, et là, il fait cacamou, quoi, et il s'en va. Bon, ça peut arriver à tout le monde, hein. Enfin voilà, c'est pour dire à quel point la garde était crainte et respectée, même dans les conditions les plus défavorables. L'empereur passait encore à ce moment-là pour une sorte de demi-dieu absolument invincible, et sa garde aussi, forcément. Et après la défaite, justement, de cette campagne de France, c'est à la vieille garde que l'empereur fait ses adieux à Fontainebleau, face à ces vieux grognards qui sont en larmes, et 600 d'entre eux de la vieille garde le suivront en exil sur l'île d'Elbe. Pendant la restauration monarchique de 1814, la vieille garde est rebaptisée Grenadiers de France, et autant vous dire que pendant les revues, au moment de crier « Vive le roi », on n'entendait pas grand-chose, hein, voire rien du tout, et certains avaient même trouvé un subterfuge. Lorsqu'ils criaient « Vive le roi », ils ajoutaient un ton plus bas de Rome, en référence à l'Aiglon, le fils de Napoléon, Napoléon II, roi de Rome. Lorsque Napoléon revient de l'île d'Elbe, ensuite c'est les 100 jours, la campagne de Belgique et la garde qui fait son baroud d'honneur, comme beaucoup, à Waterloo. Alors à Waterloo, la garde est engagée très tard, à 19h30, pour tenter de forcer le centre des Anglais, mais justement, c'est trop tard. Wellington est là, il agite son chapeau, il demande à toutes ses forces de se concentrer sur le centre et sur la garde, et elle se retrouve rapidement débordée et elle recule. Et là, je peux vous dire qu'au moment où elle recule, il y a une rumeur qui se répand dans les rangs, et partout, quand on commence à entendre « la garde recule », ça paraît tellement inconcevable, impossible, que là, tout le monde comprend que si la garde recule, c'est que tout est perdu, et c'est à ce moment-là que tout commence à s'ébranler. La garde forme alors les derniers carrés destinés à protéger la retraite. L'empereur lui-même se place à l'intérieur d'un de ces carrés qui fait retraite pas à pas en chevauchant les cadavres et en subissant les attaques anglaises et prussiennes. Mais même là, il y en a beaucoup qui n'osent pas l'approcher. Enfin, concernant la fameuse légende, vous savez, ce moment où les Britanniques crient aux Français de se rendre, et puis que Cambronne, qui commande la garde, se serait écrié « Merde !» et la garde meurt mais ne se rend pas. Eh bien, Cambronne a confié plus tard n'avoir prononcé ni l'un ni l'autre. Il dit pour preuve, je suis pas mort, je suis encore vivant. Et donc il n'a prononcé ni l'un ni l'autre de ces exclamations. Mais, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que la garde meurt mais ne se rend pas est attribué non pas à un Cambronne, mais à un sous-officier. Même si c'est pas sûr, il y aura un sous-officier qui aurait lancé aux Anglais « La garde meurt mais ne se rend pas ». Et moi je trouve ça tellement stylé que celui-là, je propose qu'on le garde. Et quant au merde de Cambronne, là c'est une certitude, il n'a pas été prononcé, mais je propose qu'on le garde quand même. Je terminerai cet épisode par une dernière anecdote qui est très touchante. En 1840, au moment du retour des cendres de l'empereur de Sainte-Hélène jusqu'aux Invalides, beaucoup de vétérans de la garde se sont rassemblés à Paris. Des vieux vétérans de la vieille garde qui allumaient même des bivouacs en plein Paris comme au bon vieux temps dans un froid glacial. D'ailleurs, sur ces photos d'époque, oui, photos, ça me choque toujours, des photos colorisées d'ailleurs par mon ami Jérémy que je salue, vous pouvez voir des vétérans de la garde impériale en photo. Moi, je m'en remettrai jamais de voir ces gens-là en photo et de me dire qu'ils ont côtoyé l'empereur, qu'ils ont participé aux grands combats de l'Empire, etc. C'est incroyable, incroyable. Mais revenons au retour des cendres en 1840. Le maréchal Moncey, qui a 87 ans, il a supplié son médecin de le faire vivre quelques jours de plus pour, je cite, « recevoir l'empereur ». Et il a réussi, il a participé à la cérémonie. Et en fin de cérémonie, il s'adresse à ses grognards, à ses anciens camarades de combat. Et là, il leur dit « À présent, rentrons mourir ».